RCF. Nous sommes tous des êtres doués de parole, aptes à communiquer les uns avec les autres, et pourtant, il n'est pas facile de se comprendre. Que ce soit en couple, avec ses enfants ou ses collègues de bureau, la communication ne va pas de soi. On peut complètement rater une rencontre, on peut aussi s'énerver et glisser dans une logique de violence. Comment communiquer avec le plus de vérité possible pour développer des relations bienfaisantes ? Cette question est au cœur du livre de Thomas d'Ansbourg intitulé « Cessez d'être gentil, soyez vrai », paru aux éditions de l'Homme. Thomas d'Ansbourg, bonjour. Bonjour. À travers vos livres, vous souhaitez faire connaître ce que l'on appelle la communication non violente, une méthode mise au point par un Américain, Marshall Rosenberg. Pourquoi avons-nous tant de mal à communiquer dans un monde qui pourtant est rempli d'outils de communication ? Oui, nous confondons souvent le fait d'échanger de l'information avec le fait de vraiment communiquer. Communiquer, ça demande trois phases. D'abord, bien s'écouter soi pour bien se comprendre et tenter de discerner ce qui se passe en soi. Deuxièmement, bien s'exprimer avec précision et clarté sur ce qu'on veut. Et troisièmement, écouter l'autre et être donc disponible complètement pour entendre l'autre, même s'il est très différent de nous, même si ses propositions ou ce qu'il vit ne nous convient pas. Ces trois étapes, il est rare que nous ayons appris à bien les vivre. Il est rare que la toute première, s'écouter soi, bien se comprendre, nous ayons appris ça. S'écouter soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire percevoir ce que nous voulons vraiment, où nous nous situons. C'est-à-dire entrer dans son cœur pour se comprendre. Au fond, développer une intériorité qui nous permet de nous connecter avec notre élan de vie. Souvent, nous sommes pris dans nos désirs et nos attentes extérieures. Alors, nous les projetons sur l'autre d'une façon qui est souvent très agressive, qui fait que l'autre a l'impression d'être reproché, critiqué ou de devoir correspondre à des attentes. Et ça génère de la tension. Alors, une clarté peut se faire quand on apprend à mieux se comprendre, à mieux s'écouter pour exprimer clairement ce qu'on veut. Par exemple, si je suis pas satisfait, j'aurais tendance à dire à l'autre, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. C'est clair que cette formulation est pauvre pour exprimer mon vrai besoin, mais elle est surtout dramatique parce qu'elle fait que l'autre s'entend juger, critiquer et va me répondre sur le même ton, mais c'est toi l'égoïste, regarde comment tu te comportes. Et on est parti dans la guéguerre. Alors, plutôt que de dire tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi, ça demanderait un peu de recul et d'intériorité que d'aller vérifier, au fond je me sens triste parce que j'aurais besoin d'un peu d'écoute ou d'attention. Ça c'est mon vrai besoin. Je vais donc formuler ça. Écoute, et alors je m'exprime. Je me sens triste quand tu fais ça, parce que moi j'aurais besoin d'un peu d'écoute ou d'attention. Voudrais-tu m'écouter ? Et je fais une demande positive, plutôt que je n'exprime une critique. C'est tout un travail, parce que dans nos éducations, et particulièrement dans une éducation judéo-chrétienne, il est rare que nous ayons appris à nous écouter pour bien nous comprendre. On nous aura dit, attention, l'écoute de soi c'est du narcissisme, faut pas s'écouter. Et il y a une bonne intention, bien sûr, qui est l'ouverture à l'autre. Mais comment est-ce que je peux être vraiment ouvert à l'autre si je suis pas d'abord ouvert à moi ? Alors vous insistez beaucoup là-dessus. S'écouter, comprendre un sentiment qui nous habite, qui peut être un sentiment de gêne, de colère, de difficulté, et que derrière ce sentiment-là, il y a un besoin, et que du coup, on va pouvoir demander à l'autre quelque chose. J'aimerais qu'on revienne sur ce processus-là. Comment se fait-il que nous ayons tant de mal à le vivre, reconnaître son besoin ? Comme je viens de l'évoquer, je pense qu'il y a une sorte de tabou à reconnaître que nous avons des besoins et que nous ne faisons pas autre chose, notre vie durant, que de tenter d'en prendre soin. Au fond, tout être humain que vous verrez sur la planète est en train de tenter de prendre ses besoins, d'abord de sécurité matérielle, mais aussi d'appartenance, de reliance, de partage, de solidarité, de tendresse, et puis de sens, bien sûr. Nous ne faisons pas autre chose que prendre soin de nos besoins. Dans la communication non violente, quand nous employons le mot besoin, nous ne faisons pas la distinction entre les besoins et les valeurs. Partage, solidarité, liberté, autonomie, entraide, respect, écoute, ce sont à la fois des besoins fondamentaux des êtres humains, on ne peut pas vivre sans ça, mais c'est aussi les valeurs de notre humanité. Alors dans cette ouverture-là, nous pouvons comprendre que développer une plus grande qualité d'écoute pour nous-mêmes, c'est la clé du développement d'une plus grande qualité d'écoute pour l'autre, et qu'inversement, je ne peux pas respecter l'autre tel qu'il est vraiment, et non pas tel que je rêverais qu'il soit, si moi-même je ne me respecte pas d'abord tel que je suis. Et me respecter tel que je suis, ça veut dire que je me côtoie, que je me fréquente, que je passe du temps de silence pour savoir qui je suis, et que donc je connais bien mes besoins, et que donc l'écoute de mes besoins n'est pas un enfermement à l'intérieur de moi-même, mais c'est la clé de mon ouverture à l'autre. Vous parlez du mental et de la manière dont nous cogitons, et du coup ça nous éloigne de nous, et notamment de toutes ces étiquettes, de tous ces préjugés qui viennent du mental et qui viennent parasiter la relation, qui peuvent justement provoquer la violence dans la relation.
Oui, le mental est très développé dans nos cultures. Nous avons appris à bien penser, bien réfléchir, bien analyser, développer l'esprit d'analyse, de l'esprit cartésien, l'esprit de logique, l'esprit de synthèse. Et c'est bien sûr un outil fantastique. J'ai pas de critique par rapport à ça. Il se fait que ce canal-là d'intelligence a été hyper privilégié au détriment d'autres canaux d'intelligence, notamment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive et ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, l'intelligence spirituelle, celle qui nous permet de comprendre l'esprit des choses au-delà des choses. Et alors, ces préjugés, ils arrivent automatiquement, on s'en rend compte. C'est dû à quoi, les étiquettes qu'on met sur les gens, qui nous empêchent d'écouter les gens, de les rencontrer? Absolument, toutes sortes de préjugés qui nous calent dans des tiroirs. Hein. Les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme ça, les ados pensent comme ça. Il y a énormément d'étiquettes comme ça. Au fond, si nous observons ça, c'est l'expression de notre insécurité. Nous n'avons pas, la plupart du temps, développé une profonde sécurité intérieure nous permettant de cohabiter à travers les événements du monde, la différence, le mouvement. Nous n'avons pas cette sécurité, ce lest dans la quille du bateau qui permet de traverser les intempéries. Alors nous nous sécurisons par l'extérieur, en jugeant, en étiquetant, en catégorisant. Et ça nous fait beaucoup de misère parce que ça nous rend malheureux nous, mais ça ne rend pas nos proches heureux non plus. C'est tout un travail que de démanteler nos automatismes qui nous font vivre dans un monde de jugement et de croyances. Vous dites que quand la violence apparaît dans une relation, c'est que derrière, il y a toujours quelque chose qu'on refoule, et c'est souvent un sentiment profond, une impression, quelque chose qui nous concerne très profondément, mais dont on n'a plus conscience, ou on n'a pas conscience. J'évoque dans mon livre que, à mes yeux, la violence n'est pas du tout l'expression de notre nature. À mes yeux, la violence est l'expression de la frustration de notre nature. Quand notre nature profonde est frustrée, alors nous passons à l'acte de la violence. Ça m'est apparu en m'occupant de John Delarue. Pendant 10 ans, je me suis occupé de gamins qui vivent dans les rues, qui sont dans des institutions, où ils sont à l'abandon. Et je me suis rendu compte que leur violence extériorisée, je t'agresse, je te pique ton sac à main, je te casse ta vitrine, je te vole ton portefeuille, ou la violence intériorisée, je rentre dans la drogue, les médicaments, les automutilations, la prostitution. Il s'agit toujours d'un tragique manque de discernement, de conscience et de vocabulaire pour nommer ce qui se passe en soi. J'ai pas les mots pour dire ma colère, ma révolte, ma solitude, mon impuissance, tout ce domaine de l'émotion, du sentiment, mais j'ai pas les mots pour dire les besoins que ces émotions renseignent. Les émotions renseignent en nous des besoins. J'ai besoin d'appartenance, de reconnaissance, de soutien, de compréhension, d'encouragement, bien sûr, et puis j'ai besoin d'amour et évidemment de sens. Quand j'ai pas ce discernement pour comprendre ce qui se passe en moi, la vie bouillonne à l'intérieur de moi-même. Il faut qu'elle sorte soit dans l'agression, passage à l'acte sur l'extérieur, soit dans l'agression sur moi-même. Et donc je me suis rendu compte que nous avions à travailler le discernement. Repère RCF. Thomas Dansebrug, j'aimerais pour nos auditeurs qu'on prenne un exemple très concret dans un couple, par exemple. Qu'est-ce qui se joue entre les deux interlocuteurs en reprenant ces notions de sentiments qui nous habitent, de besoins et de demandes faites à l'autre? Un grand risque que j'observe dans les couples, pour en avoir accompagné beaucoup et avoir pas mal travaillé, ma difficulté à moi à faire un couple, j'étais longtemps célibataire avant de me marier, parce que j'avais peur de l'engagement, eh bien, j'ai pu voir que une de nos grosses difficultés, c'est de ne pas tolérer le désaccord et de confondre, c'est la confusion la plus tragique dans nos existences, confondre désaccord et désamour. Une partie de nous est fragile affectivement et a besoin d'être sécurisée de nouveau par l'extérieur, on l'a déjà vu. Alors, effectivement, quand l'autre me dit « je suis d'accord avec toi, tu as raison, ton opinion est bonne et intéressante », alors je suis tout conforté. Mais si l'autre me dit « je suis pas d'accord avec toi, ton opinion ne me convient pas », ou a fortiori, si l'autre juge mon opinion en disant « ton opinion est nulle, ta réflexion ne vaut vraiment pas la peine », eh bien, je suis très fragile, j'ai du mal à entendre ça parce que je l'associe à la crainte de la dissolution du lien. J'ai la perspective que si on ne s'entend pas sur tout, c'est qu'on ne s'entend sur rien et on va se défaire, se séparer.
Le tout ou rien. C'est un peu le tout ou rien. Et donc, ça demande un travail d'estime de soi, de confiance en soi, de solidité intérieure, de force intérieure pour pouvoir cohabiter avec cette attitude en disant « Ah bon, tu n'es pas d'accord avec moi, peux-tu me partager ta position ?» Ça demande beaucoup de force, ça, d'être à l'écoute de l'autre sans entendre dans sa position une attaque ou un rejet. Et donc, le couple est vraiment un creuset de transformation personnelle, pour moi, qui nous invite vraiment à entrer dans l'être en quittant notre pauvre petit ego qui a si peur de perdre. Mais alors, prenons l'exemple de la colère, parce que ça arrive très souvent dans les couples. Je suis en colère. Que faire de cette colère? Alors, il y a bien sûr toutes sortes de raisons pour être en colère. La colère est plus qu'un sentiment. Dans nos formations de communication non violente, nous signalons que c'est vraiment un indice de la déconnexion de soi. D'ailleurs, l'expression « je suis hors de moi » nous le renseigne bien. Quand je suis hors de moi, le plus urgent, c'est pas de m'occuper de l'autre, c'est de m'occuper de moi. Et donc, de m'attabler avec ma colère, de la convoquer en face de moi et de l'écouter. La colère indique qu'une grande puissance de vie en moi est activée et peut être utilisée de façon extrêmement bénéfique et transformante, mais aussi extrêmement destructrice et démolissante, si je peux dire. Donc s'asseoir déjà et se dire pourquoi suis-je en colère? Pourquoi je suis tellement en colère? Qu'est-ce qui est interpellé en moi? En quoi la circonstance extérieure est-elle un stimulus de quelque chose qui se passe à l'intérieur? Ce recul ne nous est pas familier. Nous vivons tellement dans l'immédiat, dans l'action-réaction, et nos éducations nous invitent à ça, tac, 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 les choses vont vite. Il est rare qu'on nous ait dit, quand tu es en colère, respire profondément, écoute-toi et tente de comprendre d'abord ce qui se passe en toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une demande à faire à l'autre, mais ça demande d'abord de vérifier pourquoi c'est si important pour toi et comment tu peux exprimer ton désaccord et ton besoin d'une façon qui soit audible par l'autre, qui ne lui coupe pas la tête. Alors justement, on prend conscience de ce pourquoi on est en colère et après, on dit à l'autre, voilà ce qui se passe? Oui. Alors, ça permet de dire, plutôt que de dire « je suis en colère à cause de toi parce que tu es un égoïste et que tu ne penses pas qu'à toi, et donc je n'irai mieux que quand tu cesseras d'être un égoïste, et je peux attendre 250 ans », je vais travailler ma colère en disant « je me sens triste quand l'autre, par exemple, sort le soir sans me dire où il va ». Parce que j'ai besoin d'être rassuré que notre relation compte, que nous sommes toujours en train de chercher la même chose, que nous nous respectons tous les deux. Et donc, je vais lui demander s'il serait d'accord de me dire où il va. Et donc, je reformule en disant, quand tu sors seul le soir sans me dire où tu vas, je me sens en colère et triste parce que j'ai besoin d'être rassuré que notre relation est importante pour nous deux. Et je voudrais être sûr qu'on se respecte mutuellement. Est-ce que tu es d'accord de m'indiquer où tu vas et à quelle heure tu reviens? Alors, vous dites que la demande doit être réaliste. Hein. Voilà. C'est pas une demande égoïste, mais que l'autre doit comprendre normalement. C'est tout un travail que d'apprendre à faire des demandes ouvertes, négociables, et non pas des exigences. Combien de mamans ne rencontrent-elles pas la rébellion de leurs ados quand elles disent « range ta chambre ». L'enfant se sent contraint, forcé, et je dis pas que l'ordre n'est pas une chose importante à transmettre, mais quand l'enfant se sent contraint, forcé, d'ailleurs quand l'adulte aussi se sent contraint et forcé, il y a un rebelle qui se réveille en lui et qui a juste envie de faire le contraire. Donc cette attitude est contre-productive, j'obtiens le contraire de ce que je veux. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors exprimer son besoin avec une demande négociable. Quand je vois tes BD sur le tapis, ton lit ouvert et tes vêtements sales dans le coin, je me sens complètement découragé, c'est mon sentiment. Mais je n'ai pas jugé la situation, j'ai nommé des faits. Et par rapport à ces faits, j'ai un sentiment qui est de découragement. Parce que j'ai un besoin d'ordre, mais pas seulement un besoin d'ordre, j'ai aussi un besoin d'aide et de réciprocité dans les tâches dans la maison. Et puis je te fais la demande de savoir si tu serais d'accord de ranger ta chambre. C'est une demande ouverte. Attention, ça demande du courage. Ça veut dire que je suis prêt à ce que l'enfant me dise non, je ne suis pas d'accord. Et oui, c'est laisser une ouverture. Et bien sûr, c'est permettre à l'autre d'être autre. Si je lui dis range ta chambre tout de suite, il n'a pas le droit d'être différent. Mais ça ne veut pas dire que je vais tolérer la chose. L'enfant, la plupart du temps, quand je fais ça avec des familles, et je travaille avec des familles souvent, l'enfant me dit, mais si ma mère me le demande comme ça, je sens un espace de liberté et je suis d'accord. Je déteste être contraint. Mais si on me laisse la liberté de faire autrement, alors j'adhère. Ça, c'est une réponse que j'obtiens très, très, très souvent. Mais j'obtiens aussi la réponse du gamin qui dit, écoute, maman, moi, j'apprécie l'ordre dans la maison quand je rentre après la journée à l'extérieur. C'est agréable que la maison soit bien rangée, c'est apaisant et je t'en remercie. En même temps, dans ma chambre, j'ai besoin de respect de mon identité. Je suis un ado, j'adore mon joyeux fouillis, c'est le prolongement de mon doudou, je m'y sens bien et je voudrais être respecté dans ma différence. Et surtout, maman, j'aimerais que tu me fasses confiance, que c'est pas parce qu'à 14 ou 15 ans, j'aime un joyeux fourbi que je ne serai pas capable plus tard de ranger ma maison comme il faut. Et je voudrais donc que tu me fasses confiance. Alors, chère maman chérie, comment est-ce qu'on fait pour que ton besoin d'ordre soit respecté et mon besoin d'être respecté dans ma différence également? Pas juste ton besoin d'ordre et je deviens gentil qui se soumet ou bien je me rebelle toute ma vie, mais pas juste mon besoin d'être respecté dans ma différence et toi, maman, tu t'écrases et je deviens un enfant roi. Pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et nous sortons d'une tragique confusion dans nos cultures qui nous fait croire que nos rapports humains doivent être réglés dans des rapports de domination-soumission. Nous cherchons la synergie.
Donc c'est ça la communication non violente, et c'est un travail, la relation est un travail, que ce soit dans le couple, entre les parents, les enfants, les collègues, ça peut se vivre ça. Bien sûr que c'est un travail, c'est vraiment un apprentissage. La plupart des gens disent, moi la relation je m'en sors pas avec mon conjoint ou avec mes enfants, j'en sors pas, j'y arrive pas, je sais pas comment faire, on est repris dans des scénarios, on part toujours dans les mêmes guéguerres, les mêmes querelles. Et je leur dis, mais est-ce que vous conduisez une voiture? Ben oui. Est-ce que vous êtes à l'aise sur Internet? Ah ben oui. Est-ce que vous pratiquez une deuxième langue ou un sport? Ah ben oui. Et comment vous avez fait? Ah ben j'ai appris. Comment vous avez appris? Ben je m'y suis impliqué. Comment vous êtes impliqué? Ben j'ai mis ça au programme, j'ai pris des cours, j'ai lu des manuels. Ah ah. Tiens, vous avez fait des apprentissages pour toutes sortes de choses qui sont bien utiles mais pas essentielles. Conduire une voiture, on peut s'en passer. Aller sur Internet, on peut s'en passer. Pratiquer un sport ou une langue étrangère, c'est pas essentiel. Mais curieusement, pour la relation avec vous-même, avec votre conjoint, avec vos enfants, vous ne feriez pas d'apprentissage et vous espéreriez que la qualité s'améliore. Mais c'est complètement utopique. Ça nous demande, vous voyez, de mettre cet enjeu fondamental dans notre vie, le lien avec soi, le lien avec l'autre et le lien avec, bien sûr, l'univers, la vie ou Dieu, chacun nommera cet enjeu comme il le veut, comme un travail d'apprentissage à faire tous les jours. Repère, Béatrice Soltner. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. C'est un peu le message que vous délivrez à Thomas Dansbourg à travers vos livres parus aux éditions de l'Homme. Je reviens justement sur cette notion de gentillesse parce que on dit souvent, il faut être gentil, il faut dire les choses entre soi. Alors derrière, il y a aussi une peur du conflit. Communiquer, c'est aussi oser vivre un conflit. Bien sûr. Personne n'aime le conflit. Et donc ça fait que souvent on le laisse de côté, on veut pas le voir, on veut pas le traverser, on veut pas le vider. Je nous propose de voir que quand on laisse un conflit de côté, il est pas de côté longtemps. C'est un peu comme si nous voulions dans notre cuisine mettre un camembert qui sent un peu fort de côté en le mettant dans un placard. Alors il est peut-être dans un placard 2 ou 3 jours, mais après 2 ou 3 jours, le camembert il est partout, il empeste toute la maison. Ça devient une bombe, vous voyez. Alors les conflits qu'on met de côté, ils finissent par empester nos relations. Et je nous invite à voir dans nos vies, d'abord dans nos rapports à nous, mais dans le rapport à l'autre, dans nos vies de famille, nos vies d'associations, nos vies d'équipe de travail, combien de camemberts dans les placards parce qu'on n'arrive pas à résoudre les conflits. Je nous propose de voir que nous ne ferons pas l'économie du conflit. Ce que nous pouvons développer, c'est la capacité à le traverser. Ça demande deux apprentissages. Apprendre l'estime de soi, suffisamment d'estime de soi pour pouvoir accepter le désaccord sans le prendre comme du rejet. C'est-à-dire que si l'autre me dit non, ça me démonte pas. Si voilà. J'ai une estime de moi suffisante. Si l'autre me dit non, je vais tenter d'aller voir à quoi il dit oui quand il dit non. Quand il dit non, c'est qu'il y a quelque chose de plus important pour lui, il a une autre priorité. Je peux me mettre en lien, en empathie avec cette autre priorité, sans prendre son attitude comme un rejet. Mais souvent, le gentil en moi, un peu fragile émotivement, dès qu'il entend non, se sent rejeté. Il entend du désamour dans le désaccord, et donc il l'argumente. Et quand il entend non, il va dire oui. Et l'autre dit non, on va redire oui. Et on est dans une bagarre, dans une partie de ping-pong. Au lieu de, quand l'autre me dit non, de dire, quand tu me dis non, est-ce que tu veux dire que ta priorité, ce serait plutôt de faire ceci ? Et d'avoir une démarche d'ouverture à l'autre pour comprendre son point. Comprendre son point ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire accepter que l'autre est autre. Et quand l'autre se sent bien compris dans son point, même si on n'est pas forcément d'accord, il ouvre la capacité à me comprendre dans mon point. Et donc, c'est ça qui permet souvent de trouver une troisième voie. J'entends ton point de vue, je suis pas forcément d'accord avec le tien. Est-ce que tu peux entendre le mien? Et je ne te demande pas d'être forcément d'accord, mais d'entendre le mien. Et quand on a formulé les choses avec cette disponibilité à l'accueil de la différence, la plupart du temps, ce que j'observe dans mon travail, c'est qu'une troisième voie apparaît, où tant ta position que la mienne pourront être satisfaites, mais dans une autre façon à laquelle nous n'avions pas pensé. C'est un compromis dans ces cas-là? Je dirais que ça va bien au-delà du compromis. C'est infiniment plus créateur. Je donne un exemple beaucoup d'exemples dans mon livre par rapport à ça, mais notamment cet exemple-ci. Un couple se dispute et a même l'impression d'être au bord du divorce tellement il s'entend pas. Au fond, il réalise que un soir était un peu un déclencheur de frustration. Monsieur rentre fatigué et rêverait d'aller au resto. Madame rentre fatiguée et rêverait de rester à la maison et de regarder un DVD. Ils se chamaillent parce qu'ils ont mis deux stratégies qui s'opposent. Regarder un DVD à la maison ou aller au resto dîner ensemble, ça peut pas se faire en même temps, ces deux choses-là. Mais en travaillant dans l'atelier de communication non violente, il réalise, monsieur,
monsieur se scrute à l'intérieur, s'écoute, vous voyez, c'est la première étape, bien se comprendre, discerne, et dit au fond, j'étais fatigué parce que j'avais besoin de repos, mais aussi d'intimité avec ma femme, de me retrouver. On s'était pas vu depuis longtemps et je voulais un moment d'intimité, donc je m'étais dit, on va au resto, on sera bien. Madame, quand elle scrute à l'intérieur et ouvre son discernement, dit « J'étais fatigué, j'avais vraiment besoin de tranquillité, mais aussi d'intimité avec mon conjoint. Et je m'étais dit, on va se passer une bonne petite soirée en amoureux à la maison. Les enfants étaient partis en week-end dans la famille, ils avaient la maison pour eux et ils voulaient en profiter en étant bien à deux. » Donc chacun avait leur bonne raison. Exactement, le même besoin. Un besoin d'intimité, de retrouvailles, de partage à deux. Mais ils s'étaient accrochés, tant l'un que l'autre, à une stratégie très différente. Les stratégies nous divisent. Je vous disais tout à l'heure, nos désirs, nos demandes, nos envies peuvent nous diviser parce qu'elles sont changeantes, mais nos besoins nous rassemblent. Ces deux êtres avaient le même besoin. S'ils s'étaient un peu écoutés, mais ce sont des gentils, ils ne s'étaient donc pas écoutés, ils avaient voulu faire plaisir à l'autre sans bien se comprendre eux-mêmes, eh bien s'ils s'étaient un peu écoutés, ils seraient rentrés l'un et l'autre en disant « Chérie, ce soir, ce qui me ferait plus plaisir, c'est d'être avec toi. » Ma préférence, ce serait en regardant un DVD ce soir pour madame. En ma préférence, aurait dit monsieur, ce serait d'aller au restaurant. Mais mon vrai besoin, c'est d'être avec toi. Je pense qu'à ce moment-là, ils auraient trouvé une troisième voie. Parce que dans l'atelier, ils se sont dit, au fond, ce qui nous aurait fait le plus plaisir, c'était une soirée de printemps, c'est de nous faire un panier pique-nique et d'aller dans le parc qu'il y a dans nos environs. On aurait été dans la nature, à nous deux, en profitant d'un moment de détente. Donc, je montrais par là qu'il y a souvent s'écouter mutuellement permet une troisième voie beaucoup plus créatrice. C'est donc pas de l'eau dans son vin, selon l'expression. Souvent, il faut mettre chacun de l'eau dans son vin. Je n'aime pas cette expression. Simplement parce que si on met de l'eau dans son vin, on boit tous les deux une mauvaise piquette. Et ce n'est pas agréable. Je pense qu'il y a une façon beaucoup plus riche de résoudre nos enjeux. Cette méthode de bien communiquer, de mieux communiquer, Thomas Dansebourg, on a l'impression que ça prend plus de temps quand même. De fait, écouter l'autre, on n'est pas dans la précipitation, on prend le temps d'écouter, de dire soi-même ça. C'est une autre façon de vivre, on n'a pas l'habitude de ça. Bien sûr qu'au-delà de l'enjeu de communication non violente, l'approche, le processus est vraiment un enjeu de qualité d'être. Je l'appelle de plus en plus dans mes formations des ateliers de conscience non violente. Nous allons tenter de démanteler de vieux réflexes, de vieux automatismes qui génèrent de la violence dans nos vies. Et ça va bien au-delà de simplement communiquer mieux avec l'autre. Et un des enjeux est bien sûr notre rapport au temps. Le rapport au temps est vécu de façon extrêmement violente la plupart du temps. Nous considérons qu'il n'y a pas le temps et qu'il faut courir tout le temps. Cela saccage nos rapports. Comment voulez-vous être non violent avec vous-même et avec l'autre si vous entretenez un rapport hostile au temps? Ça n'ira pas. Nous aurons besoin de pacifier notre rapport au temps. Et effectivement, ce travail prend un peu de temps. Prendre du temps pour s'apprivoiser le temps et en faire un allié, un ami, accepter son rythme, mesurer sa sagesse, accepter que le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui et intégrer la notion de temps dans la qualité de nos relations, ça prend un peu de temps. Mais je montre de nouveau dans mon livre combien de familles sont piégées par des querelles à répétition, par exemple tous les matins en partant, je donne des exemples comme ça, tous les matins en partant, distribuer les enfants l'un à gauche, l'autre à droite, à l'école, à la crèche, et puis partir soi-même à son travail, tellement de petites disputes le matin enveniment le climat. Eh bien, je propose de voir que si nous prenons le temps de clarifier ces enjeux. Peut-être tout le monde arrive en retard un matin, mais au moins on aura pris conscience qu'on peut se rapprocher, se comprendre. Il y a un certain investissement, mais qui a un grand retour sur investissement. Il y a une grande qualité de vie au final, quand on accepte de rentrer dans ce travail de la conscience, de ce qui se vit en nous, comment communiquer, comment écouter. Une immense qualité de vie dont les gens ne se doutent pas. Personnellement, j'en parle d'autant plus volontiers que j'étais piégé dans un rapport très hostile au temps. J'avais vu mes parents courir tout le temps, avoir peu de temps, s'occuper de beaucoup de choses, avoir peu de ressources, donc essayer de gérer que les choses aillent bien. Et donc, j'ai jusqu'à 37, 38 ans eu l'impression que le temps manquait, qu'il fallait se battre contre lui. Mais je voyais que ce rapport au temps m'empêchait un rapport tendre, disponible avec un projet de conjoint. Si je voulais me mettre en lien amoureux avec quelqu'un, il fallait du temps, de la disponibilité. Or, c'était impossible. Quand j'ai commencé à pacifier mon rapport au temps, je me suis ouvert à une relation plus tendre avec Valérie, qui est devenue ma femme, entre-temps. Et je vois que c'est un travail que d'apprendre à pacifier son rapport au temps, mais ça génère une telle qualité de vie, parce que nous sommes dans le présent, dans l'instant. Et c'est ça qui est vraiment notre rapport au sens de la vie, d'être là. C'est absolument essentiel. C'est essentiel d'être là, d'être présent, parce que c'est là qu'on goûte l'intensité de la vie. Et quand on goûte l'intensité de la vie dans l'instant, figurez-vous que notre vie se simplifie considérablement, parce qu'on cesse de prêter à la minute suivante le pouvoir d'être plus vivante que la minute présente.
On est donc nourri, on est dans l'instant, on est heureux, on est jubilant. Et donc on consomme moins, on a moins besoin d'acheter, de se divertir, de compliquer sa vie pour lui donner de l'intensité. Longtemps j'ai été de ceux qui vivent très agités parce que c'était une façon de me croire intense. Je vivais agité, je confondais mon agitation avec l'intensité. Alors aujourd'hui je sens profondément le bien-être qu'il y a à goûter l'intensité par l'intérieur et c'est ce que je souhaite partager dans les formations que j'anime. Thomas Dansbourg, merci. Justement, cette notion du temps, vous l'abordez dans un livre qui s'appelle « Qui suis-je ? Où cours-tu ? À quoi servons-nous ?» aux éditions de l'Homme. Et puis, je resignale aussi vos livres « Cessez d'être gentil, soyez vrai » parus aux éditions de l'Homme. Et puis, « Être heureux n'est pas nécessairement confortable ». Merci à vous. Merci beaucoup.